Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Welcome to the Streaming, le podcast de 7ème dimension dédié au DTV du streaming. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais ce podcast a lui-même été enregistré en même temps que le podcast de la Vérif dédié au blob de Chuck Russell. Donc, tout le monde s'en fout, mais je vais quand même le raconter, c'est enregistré dans une chambre d'hôtel, et pour vous dire, il est 20h46, je viens de me commander une mauvaise pizza via un Uber du Sud, et c'était bien dégueulasse, ce qui me met en fait dans de bonnes conditions pour parler de Best of the Best. Mais avant toute chose, avant de parler de la saga Best of the Best, qui est une exclusivité Prime Video, j'ai fait un petit point en fait sur le streaming et les dernières choses en fait que j'ai pu voir dans un ordre pas forcément chronologique, donc déjà je tiens à m'excuser sur tout le venin que j'ai pu cracher en fait sur The Umbrella Academy. Donc je suis allé au-delà de mes a priori, et au final The Umbrella Academy, je me suis farci la saison 1 et la saison 2, et c'est quand même vachement bien. Donc voilà, je tenais quand même à revenir sur cet acte de mauvaise foi de ma part, et voilà, je tenais à dire que j'avais passé un très bon moment, c'est bien ficelé, c'est bien amené, donc c'est cool. Umbrella Academy, donc voilà, je reviens sur ce que j'ai dit, ça vaut le détour. Ensuite, j'avais annoncé, enfin je m'étais annoncé à moi-même que ce deuxième épisode des Welcome to the Streaming serait dédié à une nouveauté, et j'avais bon espoir pour Project Power, et après avoir regardé en fait ce DTV Netflix dans la souffrance, je me suis dit que c'était pas la peine d'en parler plus que ça, et je n'allais pas me risquer à dédier un podcast entier à ce film qu'il ne le mérite pas, donc grosse déception, direction poubelle. Même chose pour The Old Guard, donc ça méritait pas plus, donc j'ai envie de vous dire que niveau exclu DTV, et ben dans ce que j'avais plus ou moins sélectionné dans le temps qui m'était imparti, ben, je me suis retrouvé un petit peu dans une impasse. Et comme j'étais, c'est pour ça que je vous en parle, comme j'étais en fait je me suis dit, la rentrée de septembre 2020 sera dédiée aux ninjas, au film de karaté produit par l'oncle Sam, et en fouinant un petit peu sur Prime Video, je suis retombé sur Best of the Best, voilà, ce film DTV, alors qui n'était pas un vrai DTV à l'époque, mais que j'avais découvert en VHS, voilà, sur ce petit film d'action sympatoche, et je me suis rendu compte que je n'avais pas vu le numéro 2, ni le numéro 3, et qu'il y avait même un numéro 4. Donc voilà pourquoi je me suis décidé à réparer cette injustice et à me plonger dans cette saga, non pas monumentale, mais rafraîchissante en fait, sur ces films de karaté ou de taekwondo produit au milieu, voire à la fin des années 80 aux États-Unis. Donc
avant de rentrer de plein pied dans la saga, on va déjà essayer de défricher un petit peu cette vague de films de karaté que nous, les quadras, on a subi dans les années 80. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les arts martiaux au cinéma, notamment Hollywood, c'est arrivé par le biais de Bruce Lee. Voilà. Donc c'est vraiment Bruce Lee qui a démocratisé en fait l'art martial, les chorégraphies d'action d'un artiste martial filmé à l'écran et souvent dans des scénarios pas très élaborés. Voilà. Mais c'est vraiment Bruce Lee qui a occidentalisé donc ces films d'arts martiaux qui étaient déjà présents notamment à Hong Kong, qui est un haut lieu du film d'arts martiaux, de ce qu'on appelle un Wuxupan movie. Et dans son sillon, il a amené d'autres acteurs, d'autres réalisateurs, toute une culture à Hollywood. Donc on pourrait dire que en suivant de Bruce Lee, on a Jackie Chan. Jackie Chan, c'était un petit peu la version plus rigolarde de Bruce Lee, parce que Bruce Lee rigole très peu. Je vous encourage à revoir certains films. C'est très limité, peut-être un rictus de temps en temps. Et ensuite sont arrivés les autres artistes martiaux. Au niveau de la réception du public américain, donc le public américain était très très friand de ces films-là. Combien de réalisateurs normalement, notamment quelqu'un comme William Lustig, vous dira que ces films-là étaient projetés dans certains cinémas de quartier, notamment celui de la 42e rue à New York. Donc voilà, le public était très friand de ces films-là, et très tôt Hollywood s'est mis à produire, à digérer en fait cette influence asiatique, et à produire lui-même ces films d'arts martiaux du cru. Et très rapidement, il a amené un côté un petit peu urbain à ça, c'est-à-dire que la particularité en fait de ces personnages du cru de l'oncle Sam, leur particularité, c'était souvent que c'était soit des policiers, soit des militaires, la plupart du temps des militaires, ou un mix des deux, c'est-à-dire un ancien militaire qui pratique les arts martiaux. Donc voilà, il y a une espèce de mixité pour amener un côté urbain et décliner en fait l'art martial à toutes les sauces. Donc c'est pour ça aussi, alors là je vais aller un peu plus loin dans le temps, que un acteur comme Steven Seagal va décliner en fait son l'aïkido, son art martial, à toutes les sauces. C'est de l'aïkido contre, on va dire, des dealers jamaïcains, c'est de l'aïkido contre la mafia italienne, c'est de l'aïkido contre la CIA, c'est de l'aïkido dans un navire en pleine mer contre un complot politique et terroriste. Donc voilà, on décline un petit peu en fait l'art martial. Donc là je viens de parler dans le cas précis de Steven Seagal de l'aïkido, mais pour tous les autres c'était souvent un mélange de kung-fu, de taekwondo, de karaté, et c'est bien de remettre en perspective ces choses là parce que c'était nouveau à l'époque. Dans les années 80, l'effet spécial en fait, l'attraction, c'était l'acteur ou sa doublure qui faisait des arts martiaux. C'était ça le super pouvoir de ces héros-là. C'est pour ça que c'est bien de remettre ça dans le contexte, parce que pour un public jeune aujourd'hui qui est sevré, on va dire, aux films, aux productions Marvel, pour lui, c'est tout à fait normal que Captain America fasse du jiu-jitsu, ou du karaté, ou du taekwondo, ce que vous voulez, c'est tout à fait normal, alors qu'à la base, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est arrivé par vague, c'est-à-dire que les films d'action à base de chorégraphie art martial a défriché le terrain. Ensuite est arrivé des réalisateurs comme les Wachowski qui ont mélangé du coup toutes ces sous-cultures et ont posé les bases notamment de ce qu'allait être le film de super-héros moderne. Donc il est pas totalement stupide de dire qu'un acteur comme Michael Dudikoff dans les American Ninja, quelque part, sans le savoir, il pose les bases d'une future adaptation de super-héros dans 20, 30 ou 40 ans. Donc c'est ça. Donc ces films d'arts martiaux, ça a fait, à l'époque, du coup, on va dire le succès de la catégorie action des vidéoclubs. C'est-à-dire que on y allait,
et on avait énormément de déclinaisons avec des acteurs, des artistes martiaux ou non, ou qu'ils appelaient à des doublures, et on avait des titres de malades. Donc on avait les American Warrior, on avait les Karate Tiger, et quelque part, au milieu de tout ça, on avait Best of the Best. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce film Best of the Best, donc c'est 1989, il vient chercher le pognon, en fait, globalement. Ils arrivent un peu après la bataille. Donc, c'est-à-dire que la Canon a déjà ouvert les hostilités avec American Ninja, et déjà la Canon essayait de récupérer des billets verts sur le travail de défrichage qu'avait fait Bruce Lee, et là Best of the Best ils viennent voir si il reste encore un peu de gâteau pour le dessert. C'est un petit peu ça le délire. Donc là, et Best of the Best s'inscrit littéralement en plus donc dans un film d'action à base d'arts martiaux, mais aussi dans un film de championnat. Voilà. C'est une catégorie bien précise, c'est-à-dire où on nous présente un héros qui va devoir s'entraîner pour pouvoir gagner un potentiel championnat du monde de karaté, etc., etc. Donc on est dans le training movie, on est dans l'action movie, dans le kung fu movie, on est dans ces choses-là. Et c'est vrai que Best of the Best, quand il sort en 89, la demande est présente. Et il tire son épingle du jeu dans les vidéoclubs. Donc c'est-à-dire que moi je me rappelle qu'à l'époque c'était un titre qui était loué régulièrement. Donc ce qui est intéressant pour revenir au streaming, c'est que le positionnement de Prime Video est intéressant. C'est-à-dire que là où Netflix produit du contenu original et de temps en temps récupère des licences extérieures pendant un temps donné, Prime Video, on sent bien maintenant, et depuis la sortie du confinement, parce qu'ils ont énormément renouvelé leur catalogue, qui se positionne comme le vidéoclub du streaming. Et je suis très content au final que par exemple la saga Best of the Best puisse côtoyer les dernières The Boys, la dernière production Prime Video, la dernière connerie de Vin Diesel comme Bloodshot. Je suis très content de savoir qu'il y a ça. Et c'est vrai que quand on fouine un peu dans le catalogue, il y a énormément de choses. Donc avant, où si on voulait bouffer du Van Damme ou du Seagal de seconde zone, on peut aller sur Prime Video. C'est pas une obligation, c'est pas obligé de regarder ces films-là, mais pour les amateurs, les aficionados de ce genre de film-là, c'est sur Prime Video qu'on le retrouve. Donc du coup, quelle ne fut pas ma surprise en fouillant un petit peu dans le catalogue, parce que l'application est pas encore super évoluée, quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur les Best of the Best, de découvrir qu'il y en a 3 autres derrière. Donc voilà pour le point sur Prime Video. J'en profite aussi, il faut savoir que le 4e Best of the Best, quel que soit son niveau de qualité, n'est pas disponible en HD. Le numéro 3 non plus n'est pas disponible en HD. Donc là, les 4 opus sont disponibles dans des masters discutables, mais ils sont disponibles en HD sur la plateforme dans de bonnes conditions. Et ça, c'est quand même valable. Et en regardant bien, vous verrez que si vous lancez les films, c'est toujours la même boîte de production, Inconnue au bataillon. J'ai fouiné un petit peu sur Internet, apparemment ils possèdent les droits des films, boîte de production et de distribution européenne. C'est eux qui possèdent les masters digitaux et qui les ont fournis à Amazon Prime. Donc voilà pour le plot. Donc maintenant, rentrons de plein pied dans ce qu'est Best of the Best. Donc Best of the Best, ça met en scène en fait la constitution de l'équipe américaine de karaté qui souhaite, on va dire, s'inscrire au championnat du monde du karaté pour affronter en fait les tenants en titre, c'est-à-dire la Corée du Nord, si je dis pas de bêtises, faut pas faire attention entre le Nord et le Sud, pour affronter, on peut dire aussi la Corée, comme ça va plus vite, pour affronter la Corée qui est le tenant du titre, et l'un des leaders de cette équipe nationale de la Corée, il y a un vieux background, a notamment à l'époque, lors d'un combat, tué le grand frère d'un des personnages. Voilà. Donc voilà, il y a voilà à peu près le plot de base. Donc c'est-à-dire que c'est un film de groupe, voilà, où on va constituer une équipe, et on peut le voir à une moindre mesure
comme une version un peu bof karaté des 12 salopards. Ils sont pas 12, ils sont 4. Voilà, où on les fait aller vaille que vaille, et qu'au fur et à mesure du déroulé du film, la complicité s'installe malgré les égos de certains, et que chacun va essayer d'amener son camarade à la victoire ou le soutenir. Donc c'est quand même à la base, c'est plein de bons sentiments, et vous verrez que le message, il y a moyen d'être mort de rire, parce que moi quand je l'ai vu, ouais, c'est comme dirait ma femme, c'est plein de guimauve, c'est tout sucré, c'est plein de bons sentiments, et ça me fait penser à ces valeurs de base qu'on peut retrouver dans une série Disney, en fait, voilà, ou qu'on pourrait retrouver dans Olive et Tom, l'animé, c'est-à-dire, mais le ballon est ton ami, même si tu le prends dans la tête qui te fait mal, c'est quand même ton ami, voilà, il faut jouer pour s'amuser et pas pour gagner, vous voyez, ce genre de bons sentiments qui font gerber. Bon, là, de le revoir aujourd'hui, ça fait plus marrer qu'autre chose. Donc cette équipe, cette équipe, elle est portée par 2 personnages. Voilà, on va dire 3 sur les 4. Je suis en train de comptabiliser, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est pas une équipe constituée de 4 personnes, mais bien une équipe constituée de 5 personnes. Donc désolé pour les plus pointilleux d'entre vous. Voilà, donc l'équipe américaine de karaté est constituée de 5 individus à part entière, avec, on va dire, une personnalité bien trempée. Donc du coup cette équipe de 5 personnes est soutenue, on va dire, par 3 têtes, mais on va dire principalement 2 têtes pensantes. On a d'un côté le personnage d'Eric Roberts, voilà, qui est entre guillemets le beau gosse, voilà, donc c'est-à-dire que il y a tout ce côté à la Rocky qu'on récupère, donc voilà, il y a le personnage d'Eric Roberts, il représente le Rocky du karaté, quoi, c'est-à-dire il représente Oncle Sam, donc c'est-à-dire l'espèce de prolo qui doit, pour payer ses factures et élever son fils, il y a tout un pathos derrière, qui doit à tout prix se battre parce que c'est sa raison de vivre. Donc il y a un côté que j'avais pas vu à l'époque, et il y a un côté très over the top. Vous savez, le film produit par la Canon là, sur le bras de fer, qui est complètement débile, mais aussi complètement jouissif. Donc il y a ce côté-là, voilà, donc de ce bon père de famille qui fait des petits boulots. Alors vous le verrez, Eric Roberts, il a droit à sa petite musique larmoyante, et puis il est ami avec tout le monde, et puis tout le monde l'aime bien. Et il a un look pas possible. Faut le dire. Donc déjà, Eric Roberts, pour ceux qui le savent pas, c'est le frère de Julia Roberts. Et en gros, c'est dans ce film-là, il a les cheveux longs. C'est Julia Roberts, on va dire en mec, voilà, pour exagérer. Il a le même collagène dans les lèvres, donc ça c'est juste pour me marrer, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc il est porteur dans ce film-là du Z, mais du bon Z, voilà, celui qu'on aime bien. Et donc du coup il a des tenues que lui renierait pas le William Cat de House, c'est-à-dire c'est plein de pulls genre tricotés par ta grand-mère, mais avec du col un peu en mode décolleté, tu vois, que tu portes souvent torse nu parce que t'es un peu musclé, et puis il a des cheveux longs que je pense que Steven Seagal, il était jaloux à l'époque. Je veux dire, s'il a vu la longueur des cheveux d'Eric Roberts, il devait être jaloux. Je pense qu'il devait être jaloux à l'époque. Donc il a ce look-là à la Seagal, avec les bons pulls échancrés, donc déjà ça c'est mort de rire. Et puis il y a tout ce pathos, donc c'est-à-dire que il est veuf. Voilà, vous imaginez le truc, le mec, il est taillé comme une armoire, c'est une gravure de mode, il est veuf, et il s'occupe de son fils. Voilà, il s'occupe de son fils, il lui apprend à faire du vélo. C'est des moments très très touchants dans ce film-là, très très touchants, qui font marrer quand on le regarde, mais au second degré, parce qu'on n'y croit pas 2 secondes. Voilà, cette espèce d'American Way of Life du papa prolo qui prend du temps pour apprendre à son fils à faire du vélo. Donc voilà, t'es mort de rire, surtout que il y a un grand moment de solitude quand on regarde ce film-là, c'est-à-dire que le gosse est présenté comme ayant 5 ans. Voilà, donc, mais sauf qu'il a pas 5 ans. Et mec, il a au moins 10 ans. Il a au moins 10 ans, facile. Il a 10 ans, mais il en a 5. Donc déjà il est vraiment en retard pour apprendre à faire du vélo. Puis il tient des raisonnements qui sont pas ceux d'un enfant de 5 ans. Donc toi, tu regardes le truc, tu te dis, bon, voilà, c'est rigolo, ça doit être un problème de doublage. Et puis là, d'un seul coup, t'as le meilleur pote d'Eric Roberts, on y reviendra sur ces Philippe Rie, qui arrive.
et qui voit une photo, dans un moment du film, qui voit une photo de son fils, et qui... c'est énorme, j'en suis mort de rire de vous le raconter, qui dit « c'est ton fils ?» Et il dit « oui ». Et Eric Roberts lui dit « oui, il a 5 ans ». Et là, t'as le personnage de Philippe Rey, donc, qui joue comme une endive, qui lui dit « eh oui, je le sais bien, j'ai l'habitude de m'occuper des enfants. » Et non, mec, c'est nul. T'as plus encore plus, t'as l'habitude de rien du tout. Le gamin, il a pas 5 ans, c'est pas vrai. Donc du coup, ça amène un peu de Z. Vous voyez, je viens de passer 5 minutes à vous expliquer cette scène. Moi, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Donc c'est des grands moments. Ce film est plein de grands moments. Donc au casting de ce film, on a donc Eric Roberts qui est en mode je fais du karaté les gars. Voilà, donc il a appris quelques trucs et vous verrez. Alors je vais pas m'auto-proclamer spécialiste du karaté au cinéma, mais il me semble que le karaté que fait Eric Roberts, c'est pas un karaté qui existe. Donc c'est-à-dire que ce qui est très drôle dans le film, c'est qu'il a plein de positions de chienne, moi je les appelle comme ça. C'est-à-dire où il fait plein de trucs qui servent à rien avant de taper, mais ces positions, elles ont grave du style. Honnêtement, j'ai envie de vous dire, il a grave le style. Ça sert à rien, je pense pas que ça soit du vrai karaté, mais voilà, il est en mode, j'envoie du style, et tu sens que toutes les 2 minutes, tu peux faire une capture d'écran et ça fera un poster pour ta sœur qui retrouverait dans Salut ou dans OK Magazine. Voilà. Donc du coup, là-dessus, Eric Roberts, il envoie du lourd dans Best of the Best. Donc voilà, il pratique un karaté qui n'existe pas. De l'autre côté, on a Philippe Rey, qui est du coup l'artiste martial, le vrai, voilà, parce que c'est un acteur qui est connu pour ça, voilà, qui a fait des championnats, qui a été un cascadeur, qui a fait de la doublure, et là on lui donne en fait Best of the Best, c'est son ticket d'entrée pour Hollywood. Donc lui quand ce qu'il fait à l'écran, déjà d'une il le fait vraiment, et comme je vous le disais, c'est du vrai. On est dans le vrai taekwondo, on est dans le vrai karaté. Après, on retrouve, et ça c'est la blague du film, mais ça fonctionne bien, après on retrouve Chris Penn. Voilà. Donc Chris Penn, c'est le frère un peu rondouillard de Sean Penn. Et c'est aussi une gueule. Voilà, c'est un acteur un peu qui incarne des personnages un peu soupolés. Et acteur culte qu'on a pu voir dans Reservoir Dogs et qu'on a pu voir dans Nos funérailles d'Abel Ferrara. Donc Christopher Penn, c'est un petit peu le gage qualité, quoi. C'est le tampon dessus en marquant Z approuvé, quoi. Et donc, du coup, Chris Penn fait du karaté. Voilà. On n'y croit pas une seule seconde, mais ça me fait marrer. Il fait du karaté et pareil, il est estampillé grande gueule et texan. Donc, c'est-à-dire qu'il se trimballe avec son chapeau de texan. Donc voilà. Donc, Chris Penn, il fait plaisir à voir. Et après, on retrouve 2 autres personnages qui sont des clichés sur pattes. D'un côté, on a le Rital, et de l'autre, on a un espèce de bouddhiste reconverti en mode zen attitude. Voilà, ça amène ces petits moments sympathiques. Ce qui est rigolo là-dedans, c'est que vous pouvez prendre chacun des personnages dans son archétype, et vous les réunissez en un seul, ça donne Steven Seagal en fait, quelque part. Donc voilà, donc là je dévie un petit peu, vous l'aurez compris, malgré toutes les poursuites judiciaires, etc., j'ai toujours quand même un peu d'affection pour les films de bourrin que nous a livré Steven Seagal entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, donc voilà, je tiens à le dire, à donner, à affirmer cet amour que j'ai pour les justices sauvages, les désignés pour mourir, les Nico. Voilà, ça c'est des putains de films hard-boiled qui font plaisir à voir et que je conseille le samedi soir. Donc revenons à nos moutons et revenons à Best of the Best. Donc Best of the Best, ça met en scène ces personnages-là. Et on y retrouve aussi des trognes. Alors ce qui est rigolo quand même, c'est que vous avez, sans le faire exprès, en fait, à quelques années après, 2 acteurs, en fait, enfin quelques années avant plutôt, 2 acteurs de Reservoir Dogs. À se demander si Quentin Tarantino a pas regardé Best of the Best, forcément, peut-être. C'est-à-dire que vous avez Christopher Penn et Edward Bunker. Voilà. Donc, qui sont dans ce film-là, qu'on retrouvera dans Reservoir Dogs. Vous avez aussi cette bonne vieille trogne de John Perrian. Alors, John Perrian,
c'est le prototype du vieil acteur qui fait les méchants savoureux et dégueulasses. Donc vous pouvez le retrouver en membre du Pentacle, c'est-à-dire organisation de néo-nazis dans American Warrior 2, et il est génial là-dedans, John P. Ryan. Donc il est aussi présent dans Best of the Best. Il me semble que John P. Ryan est aussi présent dans un des Justiciers, c'est pas le numéro 4 de mémoire. Donc, et vous retrouvez aussi cette trogne de James Earl Jones, voilà, que vous aviez pu voir dans Conan, donc acteur afro-américain ultra connu, et c'est surtout que c'est le doublage officiel de Dark Vador dans Star Wars. Donc c'est lui qui s'occupe de la voix de Dark Vador. Donc voilà, vous avez James Earl Jones dans le rôle de l'entraîneur. Mais vous verrez tout ce scénario, c'est cousu de fil blanc, c'est des ficelles qui sont qui sont grosses comme des câbles, c'est même des poutres, tellement on voit arriver le truc. Donc voilà, vous avez James Earl Jones qui essaye de constituer une équipe américaine à partir de bras cassés, parce que c'est à peu près ça, hein. Voilà, donc tu prends le bouddhiste, tu prends le rital, voilà, tu prends la star de karaté, tu prends le prolo, et tu prends le texan, et t'essayes de les mener à terme, alors qu'en fait au recrutement, il aurait pu prendre des gens bien meilleurs, mais on n'aurait rien à raconter en fait sur ce Best of the Best. Donc du coup, il incarne un entraîneur qui forcément est entre guillemets très dur, très méchant, mais il le fait pour le bien de l'équipe et parce que au final il a un trauma qui est lié au trauma du personnage de Philippe Rhys. C'était l'entraîneur du grand frère et il est mort sous ses yeux, il a pas envie que ça se reproduise. Donc vous voyez, il y a tout ce pathos derrière qui est pas forcément désagréable. Ce qui est intéressant quand même avec Best of the Best, ce qui en fait sa qualité, c'est qu'il dure 1h30. Aujourd'hui, il serait produit sur une plateforme de streaming, il durerait 2 heures et ça serait un vrai putain de problème pour le scénario que ça veut raconter. Voilà. Donc du coup, toute cette petite équipe, finalement, va gravir les échelons, comme on peut le voir dans ces films de training et de compétition où on va voir la spécificité de chacun sur le tatami, et arrive bien entendu l'équipe de Corée. Et l'équipe de Corée, ce qui est bien, c'est qu'elle est présentée comme dans les clichés qu'on avait déjà dans les films entre guillemets occidentaux de Bruce Lee, c'est-à-dire qu'on les voit en fait s'entraîner. Mais c'est ce qui fait aussi le sel d'un film comme Rocky IV. Voilà, c'est-à-dire que quand il part en Russie, il va s'entraîner dans la neige avec une vieille charrette. Et bien là, les Coréens, ils s'entraînent en extérieur par moins 20 degrés, voilà, on exagère. Puis ils cassent des briques, ils cassent des planches. C'est très rigolo, hein, ça amène beaucoup de Z. Mais c'est très cliché, limite raciste. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ce qui faisait les charmes des films de cette époque-là. Donc voilà, donc donc au fur et à mesure, nos bras cassés, du coup, arrivent vers cet affrontement final qui est annoncé depuis le début entre les États-Unis et la Corée. On a envie de vous dire que comme Rocky IV, en fait, c'est un peu un film de propagande aussi, tu sais, pour montrer que oui, c'est un régime communiste aussi comme la Russie, et que finalement, en pleine guerre froide, les États-Unis ils sont vachement fair-play face aux méchants coréens quand même. Voilà. Donc il y a tout ce sous-texte un peu vomitif, mais qui est présent dans ces films de l'époque et qui en font leur charme. Et tout ce que je vous raconte, on n'est pas dans une production canon. C'est ça qui est formidable. Donc du coup, tout ce petit monde arrive pour affronter les Coréens. Et là, il y a un détail qui est assez marrant, c'est que il y a une espèce de fusil de Tchekhov du pauvre au démarrage de Best of the Best, c'est-à-dire que vous avez le personnage d'Eric Roberts qui a une vieille blessure. Voilà. Et tout le monde lui dit non, il faut pas que tu remontes. Puis lui, parce qu'il est courageux, il dit non, je vais remonter. Donc il a un vieux passif, une vieille blessure, et bien entendu, cette vieille blessure se réveille dans cet affrontement final. Et c'est rigolo parce que ça me fait penser à des trucs des trucs que j'ai un peu vécu dans la vie de tous les jours. Je pense que tout le monde l'a vécu quand on faisait du sport avec les potes, que ce soit du foot, du basket, etc. T'as toujours un pote qui s'est inventé une vieille légende avec une vieille blessure et qui, au moment de passer à l'action, la vieille blessure, etc. Et c'est un peu ce que nous fait Eric Roberts. Et par contre, je tiens à le souligner quand même, lors de ce combat, alors ça marche vachement bien, t'es là, oh là
t'as mal pour lui parce qu'il lui a pété l'épaule, genre l'épaule, voilà, vous voyez votre épaule, elle se retrouve dans le dos quasiment comme ça. Et puis là, il fait un truc de fou, il va voir l'entraîneur, il dit vas-y, bande-moi l'épaule contre le bras. Et puis il continue à se battre avec ses techniques de chienne, mais avec un seul bras. Et voilà, et ça amène ce côté-là très à la Rocky 4, qui est assez marrant. Donc tout ce petit... Alors, finalement, il n'y a pas grand monde qui meurt là-dedans, au final. Non, il y a personne qui crève. Ils auraient pu rajouter... Moi, c'est vrai que dans mon souvenir, j'étais persuadé que le personnage de Chris Penn mourait dans le premier, alors que c'est pas le cas. Donc du coup, tout ce petit monde arrive soudé, donc déjà tout ce petit monde se fait péter la tronche par la Corée, et on arrive au point culminant du film, où on va avoir forcément la confrontation entre Philippe Rhee et le personnage de Simon Rhee, qui est son propre frère, voilà, ça vous le saviez pas, voilà, qui est le propre frère de l'acteur, qui incarne sa némésis, donc le vilain coréen qui a tué son pauvre grand frère à l'époque dans un tournoi. Donc voilà, et donc Philippe Rhee lui pète la gueule, mais pas totalement, parce qu'il y a quand même des bons sentiments, et que comme lui dit James Earl Jones, si tu fais ça, tu t'en voudras toute ta vie. Voilà. Oui, alors on est quand même dans du cinéma d'exploitation. Tu pouvais le tuer. Nous, on n'aurait pas porté ça toute notre vie. On l'aurait porté pendant 5 minutes de plaisir. Mais bon, voilà, il y a quand même des bons sentiments. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Philippe Rhee, il incarne les valeurs du karaté et dans les valeurs des arts martiaux, quel que soit l'art martial. On n'est pas là. On utilise ça pour se défendre et pas pour attaquer. Comme le disait l'affiche de Rapid Fire avec Brandon Lee, quand l'attaque devient défense. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'était la tagline à la con de ce film d'action avec Brandon Lee. Donc du coup, voilà, donc Philippe Rhee, il le tue pas complètement, et tout ce petit monde sauve l'honneur, parce que même si les Coréens gagnent, à l'image d'un Rocky 1 au final, ils reconnaissent qu'ils ont été très très méchants et que l'adversaire en face, c'est-à-dire les États-Unis, est très méritant, donc ils leur donnent tous leur médaille, et tout ce petit monde devient copain comme cochon. Donc voilà, donc best of the best, on s'y ennuie pas une seule seconde. C'est plein de bons sentiments, c'est plein de scènes d'action. J'oublie aussi de vous parler de ce combat très bof dans un bar. C'est toujours cool dans le cinéma des années 80 qu'on ait des artistes martiaux qui pètent des bras ou des nuques dans un bar. J'ai toujours trouvé ça classe. Steven Seagal respectera ses valeurs, et même le Terminator respectera, notamment James Cameron respectera cet état de fait dans Terminator 2. Donc voilà, on a ce passage dans le bar qui finit en baston général avec des vieux poivrons. C'est quand même assez cool. C'est rondement mené. J'ai pas du tout parlé du réalisateur de ce film, on va en parler. C'est réalisé par Robert Adler. Vous le connaissez, Robert Adler? Moi je le connaissais pas avant de voir Best of the Best. C'est un réalisateur de DTV. Donc Robert Adler, son seul fait d'armes, son seul fait de guerre, c'est Best of the Best 1 et 2. Et puis après derrière, c'est... Oui, ça va être la honte de citer tout ça, mais c'est sa carrière. C'est ensuite The Substitute 3 et 4, qui sont assez gratinés. Derrière, c'est beaucoup d'épisodes des Power Rangers. Donc de la série des Power Rangers. Et plein d'épisodes de séries pourries, telles Los Angeles Heat, les dessous de Palm Beach, voilà, donc ce genre de série. Et dernièrement, je crois que son dernier fait d'armes en 2013, c'était un documentaire sur un navire de guerre américain, et documentaire qui a bien marché puisqu'il en a fait un deuxième. Et donc voilà, et je crois aussi un documentaire sur la guitare électrique, donc c'est tout à fait passionnant, vous l'aurez compris. C'est pas un grand réalisateur, et j'ai envie de vous dire, Best of the Best, c'est l'œuvre d'une vie entière, c'est l'œuvre de la vie de Robert Adler. Donc pour ceux qui n'ont jamais regardé, je pense aux plus jeunes qui nous écoutent, pour ceux qui n'ont jamais regardé ce genre de film, qui n'ont pas vécu cette époque, regardez ça, commandez-vous des pizzas, prenez votre pack de bière et partagez ce moment entre amis, vous verrez, vous allez passer un excellent moment. Et pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est l'occasion aussi de revoir ce film-là dans de bonnes conditions.
Succès oblige, il faudra pas attendre 10 ans pour voir débarquer un nouveau Best of the Best. Ça se passe en 1993 et c'est Robert Adler qui remet le couvert avec quasiment la même équipe qu'à l'origine, c'est-à-dire qu'on garde Philippe Rhee, on garde Eric Roberts et on garde Chris Penn. Les deux autres, comme forcément ils n'avaient pas marqué les esprits plus que ça, on les dégage. On aurait pu croire qu'on serait de nouveau sur un film de compétition d'arts martiaux, et c'est pas du tout le cas. Donc au final, le titre Best of the Best n'a aucun lien avec le film d'origine. Donc c'est-à-dire que là, on n'est plus du tout sur la même histoire, et on tombe dans le film d'action lambda à base de kung-fu en fait. Voilà. On est plus dans, on va dire, entre guillemets, dans un épisode du Justicier avec Lorenzo Lamas que dans une réelle suite du film d'origine, notamment au niveau de ce côté compétition. Et j'étais persuadé d'avoir vu ce deuxième opus. Eh ben pas du tout, je m'en suis rendu compte en le regardant. Et j'ai envie de vous dire, ce que l'on perd en budget, en crédibilité, on le gagne en Z. Voilà, c'est un vrai Z assumé et savoureux. Et je m'attendais pas à une telle offrande. Voilà. Dernièrement, j'ai vendu ce film-là à Peterson, je lui ai dit, il est à Best of the Best, ce que l'Empire contre-attaque et t'as la guerre des étoiles. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, nous sommes sur l'Empire en contre-attaque des Best of the Best. C'est pour vous donner le niveau. C'est du grand n'importe quoi. On dirait un film canon boosté. Voilà. Alors, ce Best of the Best 2, ça raconte quoi ? Un scénario de merde, mais un scénario très captivant. Donc on retrouve le personnage de Chris Penn qui, suite à sa non-victoire, parce que c'est quand même une non-victoire, hein, ils n'ont pas gagné les États-Unis, mais suite à la notoriété qu'il a pu acquérir avec l'équipe nationale américaine de karaté, et chacun de nos personnages, je crois que ensemble ils ont ouvert en fait une école de karaté, ils ont un petit peu de notoriété, ils ont gagné des ronds apparemment, donc tout le monde est content. Et Chris Penn, lui, fidèle à lui-même, il porte toujours son chapeau, ses Santiago, et il se trimballe en fait de bar en bar, de boîte en boîte, et voilà, il drague, comme dirait Steven Seagal dans Désigné pour mourir, des femmes compromises. Voilà. Donc ceux qui connaissent Désigné pour mourir comprendront ce dont je parle. Et il se retrouve à aller en gros boire un coup dans une espèce de boîte de nuit colisée de combat tenue par un certain Bracus, incarné de manière très monolithique par un acteur de série Z. Alors cet acteur, c'est Ralph Möller, donc c'est un culturiste allemand. Et comme tous les culturistes de cette époque-là, leur rêve c'est de faire comme Arnold Schwarzenegger, mais n'est pas Arnold Schwarzenegger qui veut. Et autant vous le dire qu'il a le charisme d'une huître, et le jeu d'acteur est très limité, si ce n'est froncer les sourcils et grogner, ce qu'il fait très très bien dans ce film-là. Donc on a ce Colisée qui est tenu par le personnage de Bracus, voilà, qui est complètement con, voilà, et il retransmet en fait des combats clandestin via une télévision interne. C'est pas forcément bien expliqué. Alors, il y a un présentateur façon catch, voilà, qui booste un petit peu les paris, et en fait ce sont des combats illégaux style MMA en fait, voilà, donc en mode free fight avant l'heure au final. Donc autant se dire que Best of the Best 2 c'est quelque part peut-être un précurseur là-dessus, qui l'eût cru. Et du coup il organise ces combats là, et puis après une certaine frange de la population aisée va parier sur une mise à mort, et Bracus tuera voilà, son adversaire contre de l'audience et une poignée de dollars. Ça fait toujours bien de faire une référence à Sergio Leone. Donc voilà pour le pitch. Donc on se retrouve avec le personnage de Chris Penn, qui, comme il a une grande gueule et qui voit Bracus et qui dit que de toute manière il va lui péter sa gueule parce qu'il est le plus fort du monde, ça fait beaucoup rire de manière très crispée notre Bracus, qui au final va le tuer
sous les yeux du fils de Eric Roberts qui a grandi, mais il y a toujours, ça je vous le dis, c'est une récurrence, il y a toujours un décalage avec son âge. Donc c'est-à-dire que là, il doit avoir peut-être entre 13 et 14 ans, mais il en aura 10. Voilà, donc il a évolué, mais il y a toujours cette même problématique. Donc, alors, pourquoi le personnage, du coup, de l'enfant d'Eric Roberts se retrouve là ? Parce que, en gros, Chris Penn, c'est un peu son tonton, et il l'accompagne un petit peu sans l'autorisation de son père, parce qu'au final, Eric Roberts, il s'est pas arrangé avec ses valeurs parentales, et il est chiant comme la pluie. Et surtout que tout ce qui faisait, on va dire, le côté Z et sympathique de son personnage dans le premier a complètement disparu. Donc il a troqué les pulls en V pour des chemises, et il a coupé les cheveux. Donc on sent déjà que au final, là où Philippe Rhys était le sidekick de Eric Roberts dans Best of the Best, là les rôles sont inversés. Donc c'est-à-dire que c'est Eric Roberts le sidekick de Philippe Rhys. Donc, du coup, nos compères, donc Philippe Rhys et Eric Roberts, se rendent compte que leur pote a disparu. Le gamin ne cesse de leur répéter qu'il a été tué, donc il y a une espèce d'enquête un peu molle pour essayer de comprendre ça. Et effectivement, ils découvrent que leur ami a été assassiné. Du coup, si on transposait ce truc-là dans le réel, bon, généralement, t'appelles les flics, tu leur incarnes l'endroit, il y a un témoin, c'est réglé assez rapidement. Là, c'est pas le cas. Donc, tu prends le deuxième cas de figure, tu te dis, bon, c'est des artistes martiaux, ils vont chercher 2 pompes, puis défoncent tout. Eh ben non. Et ben là, ils font un truc qui est complètement Z, et qui est vraiment propre à ces films de l'époque, c'est qu'ils partent s'entraîner. Voilà, je trouve ça génial. Imaginez, vous transposez ça dans une situation, admettons, vous êtes dans une situation où votre femme ou votre petite amie se fait enlever, plutôt que d'agir, vous dites « et je vais prendre un peu de temps pour aller m'entraîner et me préparer ». Ben oui, tout le monde fait ça. Donc voilà, on se retrouve de nouveau dans le training movie, et du coup, c'est assez rigolo parce que déjà Eric Roberts, comme je vous ai dit, il avait un style un petit peu assez visuel, cinématographique, un style de chienne au niveau de ses combats, mais il a plus du tout le même style. T'as l'impression qu'il sait plus se battre. Bon, donc ça, c'est... Moi, j'ai envie de vous dire qu'il a un peu rien à foutre, parce qu'à ce moment-là de sa carrière, Eric Roberts, il a des prétentions un peu plus autorisantes, parce qu'il va tourner pour des réalisateurs, on va dire, un petit peu plus estimés. Donc là, j'ai l'impression qu'il vient juste prendre son blé. Et c'est aussi le point de départ où Philippe Rhys commence à écrire quelques lignes du scénario, à avoir un peu plus d'importance dans la conception globale du film, et à faire de Best of the Best sa franchise à lui. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce Best of the Best 2, déjà c'est la mort d'un personnage qui est quand même attachant, pour les gens de ma génération. Pour ceux qui ont jamais vu de film avec Christopher Penn, vous en aurez rien à foutre, parce que lui aussi il est venu prendre son chèque. Donc voilà, on a ce côté-là qui est assez sympa, et c'est le film le plus violent de la série. On est dans un Steven Seagal, c'est-à-dire que Philippe Rhys casse littéralement des bras et change l'anatomie des gens. Ça m'a beaucoup plu, j'étais pas préparé parce que je m'attendais toujours à ce bon vieux truc de voilà, là on utilise les arts martiaux pour se défendre et pas pour faire bobo, donc là il y a un côté un petit peu je me demande si Robert Adler aurait pas des origines italiennes. Il y a un côté un peu complaisant dans la violence qui fait plaisir, notamment les sbires de Bracus, voilà, donc les hommes de main qui tentent à de multiples reprises d'exterminer le gamin, et c'est plein de punchlines sordides par rapport aux enfants, donc ça c'est quand même assez cool. Et on va revenir à cette période d'entraînement, donc il s'entraîne, alors je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais pas très concentré sur le film, mais je vais essayer quand même d'être le plus précis possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils décident d'aller s'entraîner en allant chercher un de leurs vieux potes. Donc Philippe Rhys a un vieux pote qui est d'origine indienne, donc ça permet de faire passer un message. Voilà. Philippe Rhys, on sent aussi son impact sur le scénario, vous le verrez dans les prochains films.
Il a une volonté aussi un petit peu sociale. Voilà. Il fait un petit peu son terrain miné à lui, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il a envie de parler des minorités, ce qui est bien, mais il le fait de manière très zen. Donc il se découvre, vous verrez au fur et à mesure des épisodes de Best of the Best, Philippe Rhee a plein d'amis de partout, de toutes les communautés. Donc il va chercher un de ses vieux potes indiens, donc ça donne lieu à un entraînement là-bas sur place. Et son vieux pote indien, c'est Sonny Landham. Et Sonny Landham, c'est l'acteur qui incarne le personnage de Billy dans Predator, que j'aimais beaucoup. Et il paraît d'ailleurs que Sonny Landham, quand vous le voyez dans Predator, il est comme ça dans la vie en fait, c'est un vrai fou. Voilà. Et donc là, on a cette gueule issue du Predator de McTornan que j'aime beaucoup, j'étais très content de le revoir, et militant aussi politique pour la cause des Indiens, notamment d'Amérique. Bon, Sonny Landham est décédé aujourd'hui, mais à l'époque il était militant, paix à son âme. Donc Sonny Landham incarne un artiste, on sait pas s'il est un artiste, en tout cas il connaît les arts martiaux, mais il est bourré. Voilà, donc il y a des vieilles scènes où sa mère dit qu'il faudrait qu'il arrête d'être bourré, que c'est une honte pour la famille, machin, puis il continue à être bourré. Puis il se bat en étant bourré avec Philippe Rhee, donc il vomit, puis après il se remet bien, et puis il effectue une sorte de rédemption en fait, parce que apparemment il a fait tuer un membre de sa famille à cause de ses frasques qu'il a commises par le passé. Donc voilà, il doit, cette forme de rédemption, regagner en fait son honneur, et il les entraîne à se battre avec un bâton. Et tu te poses la question quand tu regardes le film, puisqu'il leur dit qu'il a déjà affronté Bracus et que le bâton est très important. Mais toi, t'as un peu d'avance sur lui parce que t'as déjà vu le début du film, et Bracus il se bat pas du tout avec un bâton. Non, je vous rassure, le bâton sera replacé. Je pense que la réal, à un moment donné, il s'est dit « Ah oui, on avait parlé de bâton, Philippe Rhee a dit qu'il avait fait des chorégraphies avec un bâton, on va remettre le bâton. » Donc c'était pas forcément présent, et quand tu vois ça, tu te dis pas que forcément, quand tu vois la montagne allemande en face, que c'est ce qui va leur permettre de gagner, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas. Et ça permet aussi à Eric Roberts de s'entraîner torse nu. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, et j'y reviendrai aussi sur American Ninja. Ce qu'il faut savoir aussi avec les films d'action des années 80, et ça vient des films d'arts martiaux, c'est que quand on passe à l'action, on se met toujours torse nu. Et j'ai remonté un petit peu la source, parce que ça me faisait marrer ça, et en fait, ça vient de Bruce Lee. C'est Bruce Lee à la base qui se met torse nu pour se battre, voilà, pour montrer sa plastique. Et tous les ricains, en fait, quand ils font des films d'action, ils se mettent torse nu. C'est pour ça que ça faisait rire, du coup, dans les années 80, parce que à chaque fois qu'il y a une baston, le mec se mettait torse nu, ce qui ne sert en fait strictement à rien. C'est-à-dire que un mec t'agresse avec un couteau, toi tu te mets torse nu. Ça veut dire que tu te mets des difficultés supplémentaires, c'est-à-dire tu proposes à l'autre de mieux te taillader, donc ça m'a toujours fait rigoler ce côté je me mets torse nu. Aujourd'hui, dans les films d'action, ils ne le font plus, voilà. C'est vrai que ça semblerait bizarre si Captain America se mettait torse nu l'un d'un coup pour lancer son bouclier, ce qui ne servirait strictement à rien, mais ça a amené un côté débile de ces films d'action là. Donc revenons à nos moutons, donc tout ce petit monde s'entraîne, et bien entendu, comme il y a quand même un peu d'argent dans Best of the Best 2, il y en a moins que dans le premier, mais parce que du coup, ou peut-être qu'il y en a autant, sauf que l'argent est redirigé ailleurs, il est redirigé dans le Z. Donc du coup, tout ce petit monde se fera exploser la gueule gratuitement par les hommes de main à coup de lance-roquettes, il me semble, à ce moment-là. Mais j'avais décroché un petit peu parce que ça devenait du grand n'importe quoi. Et c'est au moment de l'explosion du coup de la réserve indienne que je me suis remis dans le film, pour tout vous dire. Donc voilà ce qui m'intéresse dans ce film-là. Donc du coup, tout ce petit monde s'est fait exploser la tête, mais est prêt pour aller affronter Bracus. Et plutôt que de l'attaquer directement, non, ils vont faire le tournoi complet. Oui, ça s'appelle Best of the Best. On avait dit qu'il y aurait un tournoi, donc ils vont affronter différents types habillés en gladiateurs, enfin plein de conneries qu'il n'y a pas dans le free fight ou la MMA, mais là on l'a, pour ensuite arriver à Bracus. Et ce qui est complètement con, parce que Bracus veut se faire un plaisir de tuer le personnage de Philippe Rhee, et en fait tu te dis, mais imagine il se fait tuer par un des sbires avant, du coup ça sert à rien. Voilà. Et le mec il aura attendu pour rien, donc bref, voilà, il y a plein de conneries comme ça. Donc du coup, lui, Philippe Rhee, il fait le tournoi complet, parce que ah oui, j'avais oublié ça, pour vous dire tellement c'est chaotique. C'est-à-dire que Philippe Rhee ne décide pas de faire le tournoi, il est enlevé par Bracus pour faire le tournoi.
voilà, pour l'obliger à faire le tournoi. Donc voilà, donc on a deux on va dire deux temps forts. On a Philippe Rhee qui fait le tournoi et le sidekick Eric Roberts qui essaye d'arriver jusqu'à Philippe Rhee. Il a ses aventures en parallèle et il a aussi un love interest avec la très déstabilisante au niveau du regard Meg Foster. Elle a des yeux d'un bleu qui pas où tu te dis pas waouh, tu te dis ouais, c'est bizarre quand même, voilà, c'est bizarre. Et c'est pas pour rien qu'elle se retrouve à tourner aujourd'hui dans par exemple Jeepers Creepers 3 ou dans les films de Rob Zombie. Il y a un lien quand même, hein. C'est un effet spécial à elle toute seule, mais là c'est le love interest d'Eric Roberts. Donc au final on suit le tournoi voilà, où Philippe Rhee défonce chacun des adversaires, voilà, jusqu'à aller défoncer Bracus lui-même, voilà. Donc il y aura bien du combat au bâton et à la fin voilà, comme dans Best of the Best 1, il a le choix de pouvoir l'achever parce que voilà, vous avez tous les bourgeois derrière leur vide qui crient achève-le, parce que du coup Philippe Rhee est le nouveau héros de cette portion décadente de la société. Et ben non, parce que c'est mal, voilà, on utilise les arts martiaux pour se défendre, et puis là, Bracus se relève, et puis au final, pour se défendre, il le tue. Donc au final, on trouve une raison à la gratuité, en fait. Donc il n'a pas vraiment envie de le tuer, il le tue parce qu'il n'a pas le choix. Vous comprenez un petit peu ? Et à la fin, il se voit offrir, désolé, hein, je suis en mode spoiler, mais ce genre de film, ça se raconte, ça se vit comme ça, et ça vous empêchera pas de le regarder, je pense. Puis à la fin de ce fabuleux film, Philippe Rhee se voit proposer le Colisée. Et puis il dit non, en fait, voilà. Et puis il pète juste la gueule au présentateur, tout ça, quoi, voilà. Donc il y a un peu tout et n'importe quoi dans ce film-là. Il y a quand même une compétition malgré tout. Il y a un côté hard-boiled très assumé, il y a la violence graphique. Ça n'arrête pas. Il y a Sonny Landham aussi, ça c'est génial. Et c'est un petit peu la fin des réjouissances pour la saga Best of the Best. Je suis désolé de vous le dire. Ça s'arrête là, mais je vais quand même vous parler du 3e et du 4e opus. Donc gardez en tête Best of the Best 1 et 2, vous pouvez vous les faire dans une soirée, vous verrez, c'est un pur régal bis assumé. Et direction l'année 1996, pour la plus grande joie des déviants d'entre vous, Philippe Rhee prend les rênes de la franchise, il devient scénariste, producteur, réalisateur et acteur, donc l'homme orchestre de ce Best of the Best 3, sous-titré No Turning Back. Voilà. Donc il n'y a pas de retour en arrière possible. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qui s'est passé quand je l'ai regardé. J'étais très heureux d'annoncer ça en fait, hein, comme podcast sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, j'ai fait non. Et ça a été une souffrance en continu cet épisode 3. Mais c'est donc, bien entendu, ça n'a plus aucun lien avec le film d'origine. Voilà, ça n'a plus aucun lien. Seul subsiste le personnage de Philippe Rhee, qui on suit en fait ses aventures. Donc c'est-à-dire que il prend sa voiture, puis il va rendre visite à sa sœur. Voilà, c'est à peu près ça le pitch de départ. Vous voyez, c'est complètement génial, hein. Donc il rend visite à sa sœur, et malheureusement sa sœur habite dans un petit patelin des États-Unis où sévit une milice néo-nazie, et comme tout bon néo-nazi qui se respecte, ils aiment pas beaucoup la gueule de Philippe Rhee parce qu'il est d'origine asiatique. Voilà le pitch. Donc quand on voit ce film-là, je viens de vous citer tous les postes qu'occupe Philippe Rhee dedans, on pourrait dire que c'est un film d'auteur. On pourrait le dire. Voilà, il a sa patte. Mais c'est le film où il ne se passe jamais rien. Quand je dis jamais rien, c'est-à-dire que déjà d'une, niveau action, c'est quand même assez radin. Voilà, donc déjà, c'est radin sur l'action. C'est radin sur la violence, et c'est aussi radin sur le cul. Donc pour un DTV qui doit trôner sur une étagère de vidéoclub, c'est radin partout.
Donc du coup, voilà, tu t'es un petit peu fait arnaquer. Voilà, c'est un petit peu le délire. Donc je me suis dit, je vais quand même me forcer. Donc je l'ai regardé petit bout par petit bout parce que l'ennui et le sommeil guettent le spectateur quand vous regardez cet opus-là. Donc je me suis dit, je vais quand même aller jusqu'au bout de ma connerie et regarder ce Best of The Best 3 et essayer de sauver des choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait sauver de ce film-là ? Donc, Philippe Ry a pu faire un film. Le mec était artiste martial, je veux dire, il est partout, il a la chorégraphie des cascades et tout ça. Voilà. Bon, il y a zéro idée de mise en scène. Donc déjà, ça, c'est une réalité. Niveau casting, tu te dis, putain, il y a Gina Gershon. Voilà, Gina Gershon, on l'avait déjà vue beaucoup plus venimeuse et beaucoup plus dénudée dans les films des autres. Et ben dans celui de Philippe Ry, c'est Laura Ingalls, quoi. Voilà, c'est la gentille institutrice avec un col roulé, quoi. Donc voilà, donc déjà, tu te dis, bon, c'est pas là-dessus que je vais me rabattre. Tu te dis, bon, il y a des nazis. Généralement, les néo-nazis, dans ces séries B, séries Z, elles font rigoler, quoi. Tu vois, c'est ultra bourrin niveau violence. Ben, au final, non. Alors oui, hein, dans les dialogues, c'est bourrin, mais il se passe pas grand-chose au final. Enfin, Alors, c'est rigolo parce qu'il y a un shérif qui est le beau-frère de Philippe Ry, qui est incarné par Christopher McDonald. Lui, il est shérif dans la ville, et il a pas vu que la milice, c'était carrément une armée qui possédait des bazookas, des jeeps, etc. Donc, je sais pas si vous imaginez, quand vous avez vu les vidéos de propagande de l'État islamique, donc on voit les mecs tirer, s'entraîner, tout ça, ou si vous regardez, par exemple, les entraînements de ninja d'American Ninja sur une île, vous avez ça avec les néo-nazis. Et le shérif, il a rien vu. Il dit juste, oui, bon, en fait, voilà, il y a une communauté qui est un petit peu réticente. Bah, putain, c'est plus que de la réticence, mec. C'est carrément une armée qu'il y a, quoi. Donc voilà. Et ce qu'il y a, et c'est pour vous donner le niveau, c'est que on a une armée, et c'est Philippe Ry, avec ses bons sentiments et le fusil à pompe de Christopher McDonald qui vont régler le problème. Ils vont régler le problème. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui se passe. Donc il y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de plans à la Top Gun aussi, parce que Philippe Ry, j'avais oublié de vous le dire, depuis le Best of The Best 1, des fois, il part en moto sans casque pour réfléchir, sur une musique un peu hard FM. Ça le fait bien, c'est le côté un petit peu spirituel. Puis il a revu un peu son look. En même temps, il est la star de son film. Une espèce de micro-barbe de 3 jours, il porte un cuir, il a un peu des tiags. Il est pas là pour déconner, Philippe Ry, quand on est dans Best of the Best. Au niveau des gens qui sont venus payer leur loyer dans ce film-là, parce que c'est un peu ça, on retrouve Early Armé. Voilà. Early Armé, qu'on a vu chez Kubrick dans Full Metal Jacket, et qu'on a vu dans plein d'autres films dans à peu près le même rôle. Donc là, il est... on va dire dans l'espèce de chef du parti politique voilà, du coin néo-nazi machin, voilà, donc il fait son truc, et vous avez aussi la maman de Diti aussi, voilà, qui est présente dans ce film-là, qui a l'habitude de venir payer son loyer de temps en temps dans plein de films. On l'a déjà vu dans Hurlement, on l'a déjà vu dans Cujo, et on la retrouve dans ce film-là, dans le rôle de la mère. Bah oui, c'est un peu la mère de l'Amérique, du coup. Notre chère, je ne retrouve pas son nom, mais je vais vous le dire de suite. C'est ça aussi, la magie du montage. Une petite coupure, le temps de vérifier. Donc, j'étais en train de vous parler de Dee Wallace. Donc, cette actrice qui incarne la maman des États-Unis. Et là, elle est la maman d'un petit néo-nazi, un petit nazillon, qui veut faire bobo à Philippe Ry. Donc vous l'aurez compris, ça dure 1h30, mais on a l'impression que ça en dure 3. Donc ça, c'est un gros problème, et c'est la grosse déception. À ce moment-là, je me suis dit, allez, peut-être que sur l'opus 4, il se passe un truc. Peut-être. On a fait l'expérience avec Peterson quand on s'est fait les détours mortels, et on s'était rendu compte que dans les détours mortels, donc plus le budget baisse, plus la qualité baisse, mais de temps en temps il y a un sursaut de Z, il y a un truc à bouffer dans un des films qui te fait marrer, donc tu te dis, pourquoi pas, peut-être que ça doit se passer dans Best of the Best 4.
on retrouve Philippe Ry à la tête d'un Best of the Best 4 en 98 et le sous-titre c'est Without Warning, donc ça ne rigole plus, on est sans les warnings, on fait très attention et qu'est-ce que je peux vous dire si ce n'est que je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout du film tellement c'est un supplice. Voilà, donc on y retrouve le personnage. Alors oui, je sais c'est pas bien, hein, mais là quand même on est sur un degré de souffrance qui est assez élevé. Hein. Donc on retrouve les mêmes caractéristiques que le précédent film, c'est-à-dire l'ennui, le manque d'action, le manque de violence, le manque de cul, le manque de tout en fait, hein, le manque d'intérêt en fait. Hein. Donc on retrouve Philippe Ry qui est revenu dans sa ville d'origine, donc je sous-entend que c'est peut-être, voire sûrement Los Angeles, et Philippe Ry, il est pote avec l'épicier du coin, sauf que l'épicier du coin, sa fille travaille en fait pour un groupe de terroristes russes, voilà, mené par Tobin Bell qui est venu cachetonner et chercher son chèque, et c'était bien avant la saga Saw, hein, donc c'est pour vous dire le niveau 0 de sa filmographie à ce niveau-là, et donc ils sont là en fait pour essayer, voilà, ils ont fait un casse pour voler les moyens, voilà, donc avec une technologie à la con, les moyens d'imprimer de vrais faux billets en fait, hein. C'est la Casa des Papel avant l'heure en fin de compte. Voilà. Est-ce que les gens qui ont fait la Casa des Papel ont vu ce Best of the Best 4 ? C'est aussi, parce que j'ai noté quelques passages, c'est aussi un Die Hard 4 avant l'heure, parce qu'il y a du piratage informatique sur les réseaux autoroutiers, et ça donne lieu d'ailleurs, parce que ça c'est en train de me revenir en tête, comme quoi, hein, parce que je suis allé jusqu'aux 3/4 du film, hein. Peut-être que certains qui écoutent ce podcast me diront « Oh non, t'aurais dû aller jusqu'à la fin, c'est là qu'il se passe quelque chose. » J'ai du mal à y croire. Donc tout ce que j'en retiens de ce passage, c'est qu'il y a une extraction du coup d'un véhicule, voilà, d'un semi-remorque à l'aide d'un hélicoptère en pleine rue comme ça, tout va bien. Et ce qui est rigolo, c'est que tu sens qu'il n'y a pas d'argent, donc et notamment de le voir en HD, tu vois bien le petit hélicoptère Play School, voilà, qui arrive au-dessus. Donc il y a vraiment pas d'argent. Philippe Ry est toujours copain avec tout le monde. Son jeu d'acteur ne s'améliore pas. Je remets pas en cause, hein, on va dire ses compétences en arts martiaux, mais jeu d'acteur c'est pas ça. Voilà. Donc non, voilà, c'est très limité. C'est très limité, malgré tous ses efforts, hein, parce que ce Without Warning, comme son nom l'indique, hein, il est écrit, produit, réalisé et interprété par Philippe Ry. Hein, voilà. Donc, au milieu de tout ça, les Russes, si vous arrivez toujours à suivre, si vous êtes toujours présent à écouter ce podcast, donc les Russes, en fait, les Ruskov, ils sont aidés par des flics véreux menés par Ernie Hudson. Voilà, Ernie Hudson qui sortait du coup de SOS Phantom 2, de The Crow, etc., qui est en mode Tupac. Voilà, il s'est rasé le crâne, tout ça, il est en mode ultra vénère, il en fait des caisses. Donc autant Philippe Ry, il a un jeu d'acteur qui est quasi inexistant, autant Ernie Hudson, il en fait trop. Donc tout le monde, on sent qu'il n'y a pas de direction d'acteur là-dedans. On a des flics véreux, à un moment donné, ils essayent de s'en prendre, parce que voilà, oui, faut en parler. Dans l'épisode 2 de Best of the Best, vous avez vu le meilleur ami indien du coup de Philippe Ry qui se fait exploser la gueule. C'était Sonny Landam. Dans l'épisode 3, vous voyez sa sœur qui vit dans un patelin reculé qui sont emmerdés par des nazis. Et bien dans l'épisode 4, vous verrez la fille de Philippe Ry. Et oui, et il a une fille. Et bien entendu, on ne verra pas la mère parce que la mère est morte. Il est veuf. Voilà, c'est horrible comme truc. Donc vous imaginez tous les clichés qu'il peut y avoir avec la vidéo de vacances, souvenirs qui passe en arrière-plan et un espèce de jeu d'acteur qui s'arrête de te faire verser une larme. Donc tout ce petit monde
à un moment donné, Philippe Rhee se retrouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc la fille de l'épicier, si vous avez suivi, lui glisse avant de mourir une cassette audio qui contient ce dont a besoin le Ruskov pour imprimer les billets. Il glisse dans sa poche. Donc quand il découvre qu'il a dans sa poche, il va voir son pote flic, parce qu'il y a des potes partout, parce que la raison pour laquelle il est revenu en ville, c'est parce qu'il doit entraîner les forces de police aux techniques de combat rapprochées, et que Ernie Hudson il aime pas les techniques de combat rapprochées, lui il est adepte du vieux gun et il le fait bien comprendre en fait, et il décide de donner, si vous suivez toujours, cette cassette donc à un de ses potes flics qui n'est pas Ernie Hudson, et ce pote flic essaye de la lui faire en douce parce qu'il est mêlé aussi à cette espèce de complot, voilà. Donc c'est aussi un flic véreux, donc et du coup en se défendant, Philippe Rhee tue malencontreusement son collègue. Donc voilà, il est recherché à la fois par les flics véreux, à la fois par les flics normaux, et en même temps par les Ruskov, et c'est à peu près à ce niveau-là que j'ai abandonné le film. En fait, je l'ai abandonné dans une scène très ridicule. Non, je pouvais plus à ce moment-là enquiller ce genre de conneries. C'est qu'à un moment donné, le personnage de Tobin Bell, si vous suivez toujours, donc Jigsaw, voilà, et qui joue un Ruskov, du coup, il torture le père, donc l'épicier, voilà. Il torture l'épicier en l'attachant à une cible et en lui tirant des balles de golf dans la tête. Et il lui en tire une deuxième et il meurt hors champ. J'ai trouvé ça d'une mollesse, et d'un ridicule. C'était ridicule, voilà, c'est ridicule. Et j'ai décidé d'arrêter le carnage à ce niveau-là. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que sur Prime Video, vous avez les fins fonds de tiroir des vidéoclubs d'antan en Full HD. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. Mais mon job aussi, à moi aussi, c'est de vous prévenir que la saga Best of the Best, vous allez prendre des forces avec l'épisode 1 et l'épisode 2, et qu'il faudra arrêter là, parce que vous allez perdre toutes les forces que vous avez prises avec les deux opus, avec les deux derniers. Voilà. Donc, que reste-t-il de cette saga Best of the Best aujourd'hui ? Donc, Philippe Rhee, lui, après le 4, bye bye. Il refera un film au milieu des années 2010, en mode je suis un vieux maître et je veux enseigner le karaté à des enfants, voilà, donc un film d'arts martiaux familial, une sorte de Karate Kid mais en moins bien, voilà. Et puis c'est tout. Et Eric Roberts, il traînera sa trogne un peu partout dans toutes les séries B. On le retrouvera avec grand plaisir aussi dans le premier Expandables de Monsieur Stallone. Chris Penn, malheureusement, il est décédé, donc du coup, il tourne plus de films, mais on avait pu le voir dans pleine joyeuseté, notamment pour ceux qui ne le savent pas, pour l'adaptation cinématographique de Ken le Survivant, donc Fist of the North Star, menée par Tony Randall à l'époque, donc il y est très très bien dedans. Et puis j'ai envie de vous dire, voilà, tout ce qui reste de ces Best of the Best, c'est le témoignage d'une époque où le principal argument du film, c'était des scènes de combat rapprochés, des scènes de karaté, et on payait pour aller voir ça, et surtout, on vendait de l'icône américaine du justicier qui pouvait se retrouver en poster dans votre chambre. J'ai envie de vous dire aussi que en parallèle de ça, et avant de vous livrer le prochain podcast long dédié au American Ninja de la Canon, j'ai pu commencer à regarder une nouveauté Netflix qui est Cobra Kai, qui est la suite en série de la série officielle Karate Kid, où vous allez retrouver les deux protagonistes mais en mode inversé, c'est-à-dire que le méchant de Karate Kid est devenu maintenant un anti-héros, et le gentil est un petit peu aussi devenu le méchant. Donc ça, alors je résume un petit peu bêtement, mais Cobra Kai, c'est vachement bien. Voilà. C'est des épisodes de 20 minutes, il y a 2 saisons, je suis en train de me farcir la première saison, et c'est vachement bien, putain. Il y a cette volonté de livrer une vraie suite hommage au Karate Kid de l'époque, et surtout une volonté de ne pas reproduire les erreurs produites par Will Smith et son fils pour le remake de Karate Kid avec Jackie Chan, qui est une purge innommable. Donc Will Smith est quand même à la prod de Cobra Kai, mais ça s'arrête là. Je ne saurais que trop vous le conseiller, et en plus,
j'ai envie de vous dire, pour ceux qui suivent la série How I Met Your Mother, j'ai l'impression que ça se base, que c'est Barney Stinson qui a produit Cobra Kai, parce que c'est le seul personnage de fiction qui répète que le héros de Karate Kid, c'est pas Ralph Macchio, du coup, c'est sa némésis des Cobra Kai. Donc voilà, c'était le deuxième épisode de Welcome to the Streaming. Je ne sais pas où cette rubrique va nous mener dans les tréfonds du DTV du streaming, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Et on n'oublie pas, ici à 7ème dimension, notre créneau, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.